Salut les gars, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cycle parce que je vais avoir pendant quelques semaines un nouveau partenaire de training pour faire le cours. Donc ça sera plutôt axé MMA, d'accord? Donc toujours dans notre esprit de grappleur pour emmener vers du MMA. Donc, pensez, nous, étant donné que notre idée est plutôt de faire un jiu-jitsu et une luta globale, la notion de MMA a de l'importance pour que on soit vigilant sur le fait que c'est pas parce qu'on est dans un système qui initialement est plutôt ou semble en tout cas plutôt basé sur un travail que de préhension qu'il ne faut pas prendre en compte le travail de percussion. D'accord ? Donc il y a toujours cette idée-là à se dire, ok, j'ai beau faire un système de préhension. Alors, bien sûr, si vous êtes sur l'aspect sportif, nos problèmes, rester sur cette idée-là. L'idée, pour moi, étant toujours d'aller vers un système moins sportif, donc plus martial ou plus interstyle, c'est-à-dire être prêt à combattre d'autres styles de martiaux, que ce soit de la percu, que ce soit de la lutte, etc. etc. Bien sûr, on ne sera jamais aussi bon qu'un lutteur, on ne sera jamais aussi bon qu'un gars en percu, donc un boxeur ou autre. Faut le prendre en compte. Là, dans la dimension MMA, on est obligé de prendre la percussion comme un élément clé. Maintenant, on ne va pas être des bons boxeurs, clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gars en MMA ne sont pas des bons boxeurs. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle la dirty box, la boxe, un peu une boxe sale, où techniquement parlant, ça ne va pas être toujours hyper propre. Alors, je vois comment je vais axer tout ça. Voilà, ça ne va pas être forcément toujours hyper propre au niveau des appuis. D'accord ? On sait qu'on doit avoir des postures qui sont logiquement un peu avec un espacement d'épaule pas trop large, bien que ce week-end, il y a eu Machida qui a combattu contre Bader. Contre Bader, il a perdu, mais lui, très karaté. Mais après, c'est à vous de voir votre manière et votre habitude de percussion. On peut être plus proche. On est rarement relevé comme par moment en mouet, bien qu'il y en a qui le fassent. Ce qui est cool, c'est que dans le MMA, votre travail en percu, votre posture, on s'en tape. Bien sûr que basiquement, on va vous dire, vous levez, vous avez à peu près une posture qui, donc une largeur d'épaule entre les jambes, d'accord ? L'idée n'est pas d'être trop large, pas trop large, hein. Hop. En général, on ne dit pas trop long, mais comme je vous dis, en karaté, on a cette habitude, avec le Zenkutsu, d'être assez posé, et ça nous fait parfois un travail assez long. Alors après, on est plus susceptible d'avoir des low kicks, mais on est mieux équilibré sur nos jambes. En anglaise, pareil, ils vont avoir souvent une posture assez basse et assez large, mais pareil, toujours un petit risque au niveau des low kicks. Petit ou gros risque d'ailleurs, ça va dépendre duquel vous combattez. Donc, pensez-vous en tant que lutador, en tant que jutsuka, votre idée est de vous dire, bon, je vais peut-être pas forcément dès demain faire des gros maigiri, des gros low kicks ou autres. Par contre, c'est important, dans une optique de combat global, de connaître les différentes distances et donc d'apprendre à percuter un petit peu. Et comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir une belle boxe. Il y a beaucoup de gars qui sont un peu fouillis, mais dans leur idée, c'est même s'ils tapent un peu lourd, un peu dur, un peu ouvert, leur idée est souvent d'aller coller. Maintenant, on verra, au fur et à mesure, coller n'est peut-être pas forcément toujours la bonne idée, même pour des grappleurs. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que beaucoup de grappleurs développent énormément le travail en percu ou le travail debout. Alors, quand je dis le travail debout, ça peut être un travail, et là, on va reprendre les notions de distance. On peut avoir une distance longue, de non-contact, alors là, ça va être carrément déconnecté. Okay. Après, on peut avoir une distance
réellement longue de jambes, c'est-à-dire je percute avec mes jambes, j'ai une distance de jambes. Donc, à partir du moment où vous pouvez toucher avec votre jambe, c'est distance de jambes, d'accord? Si vous touchez rien, c'est distance walou, c'est des distances longues, très longues. Après, on va voir distance un peu plus courte, les poings, ok? Qu'importe l'angle, hein, à partir du moment où vous êtes en contact avec les poings. Une distance encore plus courte, qui va être souvent le clinch, on va voir les genoux, d'accord? Les genoux, les coudes, et notre clinch. Clinch, lutte, judo, en tout cas, ce qu'on appellera lutter, d'une façon ou d'une autre. Et après, on va voir la dimension sol à ce moment-là. La complexité du MMA, du combat libre de façon générale, c'est de pouvoir créer des transitions entre percute jambe, point, lutte, amener au sol ou projection, et sol, et inversement, sol, lutte ou carrément se barrer, distance très longue, distance longue, etc. etc., etc. Et le travail de transition est l'un des éléments les plus complexes à gérer. Et donc, ce que je vous disais, on peut très bien ne pas être un très bon boxeur, voire ne jamais utiliser ses jambes, juste faire gaffe à ne pas se prendre trop de kicks, avoir juste une grosse patate de forain avec une percu, et il y en a, ils travaillent que sur ça, hein, avec des grosses droites. Il y a Dan Anderson qui avait une gauche incroyable, qui boxait parfois un peu haut, et qui, quand il la lâchait, ça faisait très très mal. Il avait un travail en gréco qui était intéressante, donc il rentrait haut, et il travaillait à courte distance, distance de clinch, parfois juste un petit peu éloigné pour taper avec ses mains contre la cage, avec contrôle de la cage, mais sans forcément tout le temps chercher le sol. Et il y en a qui, stratégiquement, vont préférer ça. Alors, pensez bien, le MMA, ça se travaille dans une cage. Le ring, c'est encore le cas, mais c'est de moins en moins courant. Aujourd'hui, c'est clairement défini dans une cage, ce qui est plutôt cool. Donc, la cage fait complètement partie du cheminement qu'on va avoir en MMA. C'est-à-dire que aujourd'hui, dire je fais du combat libre sur ring, ça existe, hein, bien sûr, mais ça enlève une dimension où la lutte dans la cage, la boxe dans la cage, le jiu-jitsu dans la cage où on se relève avec la cage, c'est devenu un élément comme vos gants de boxe, votre short, etc. Ça fait partie du panel du MMAiste. Donc l'exploitation de la cage est normale. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que vous le voyez quand il y a du Rising, par exemple, où on va avoir des combats sur ring. D'ailleurs, il y a 2 ans, je crois, il y a eu Bellator versus Rising. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire que les mecs tellement bons aux États-Unis en cage aient pu galérer autant au Japon face à des Japonais qui, sur le papier, hein, semblent moins bons. Mais on était sur ring. Et c'est vrai que très souvent, on voyait les mecs plutôt habitués à la cage arriver, tomber au niveau du ring. Sauf que d'habitude, il y a cette espèce de travail qu'on va avoir de se relever avec la cage, de pouvoir jouer avec, etc. Et là, bah, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait le 3/4 du temps, les gars au niveau des cordes qui les poussaient pour pas qu'ils tombent ou pas qu'ils aient une jambe à l'extérieur, alors qu'on n'a pas du tout ce problème-là avec la cage. D'accord? Donc, c'est à prendre en compte. Donc, nous, notre idée, ça serait plutôt de combattre à distance courte. Bien sûr, ça serait d'aller dans un système de contact. Ce qui pourrait donc être logique, c'est de se dire Gréco libre, taille clinch. Pour un grappleur, ça serait cohérent. D'accord? Maintenant, on ne commence pas en étant collé. C'est comme quand vous commencez un match de jiu-jitsu ou de luta, vous ne commencez pas à genoux. On le fait parfois, je pense, en erreur pédagogique, parce qu'il y a du monde dans l'académie et qu'on ne peut pas toujours être debout et qu'on a peur, parce que, je ne sais pas, il y en a qui ne savent pas gérer les chutes. Là encore, c'est une erreur de notre part. Hein. On doit travailler les chutes, les vraies chutes, en tout cas les ischémies, etc. D'accord? Donc, on pense vraiment à ça constamment. Et on va commencer à y aller
Donc, on va reprendre ce que vous avez déjà vu un petit peu. Après, on va un peu parler des matchs de ce week-end qu'il y a eu au One. Donc, bien sûr, comme je vous disais, différents types de distances. Nous, ce qu'on pense, c'est je dois aller à casser la distance. Okay. Maintenant, ça ne va pas être simple. Donc, l'idée, plus la cage est longue, plus c'est galère pour saisir. On avait le cas, justement, ce week-end, Bellator, premier round, Ryan Bader, Machida. On avait quoi comme démarche? On avait premier round, un Machida dans la cage, un Bader qui voulait absolument rentrer. Et dès que lui il veut rentrer, Machida il était là, il reculait vachement, et il reprenait de la distance. Et il était donc sur ses postures karaté. Et bam, bam, il rentrait, hop, il changeait, il se barrait. Et on va être beaucoup là-dessus, d'accord? La cage, comme je vous dis, la surface et la taille de la cage va jouer. Il y a deux types de cages, les plus petites et celles qu'on voit, je crois, sur celle de UFC à Abu Dhabi. Je sais Abu Dhabi, ça me va, bref. Plus petite, celle aux US plus grande. Ça joue, parce que si je suis striker et que j'ai une petite cage, je ne vais pas pouvoir reculer ad vitam, d'accord? Par contre, si j'ai de l'espace, c'est facile pour moi de le faire bouger, d'y aller, de tourner, de jouer avec la distance. Donc, on n'est plus dans les années 90 où les mecs, ils faisaient ça. D'accord? On en rigole. Mais là, ça n'existe plus. Hein. Mais aussi, j'avais essayé de faire ça sur Francis Ngannou il y a 15 jours. Bon, faut voir les bestiaux. Hein. Mais il y a eu un moment où vraiment, tu sens que Miocic, il s'est dit « Ah, c'est pas bon, je vais prendre des coups dans la gueule, donc je descends. » Mais vraiment, alors que lui, il est bon lutteur, pas de contact. Et il est arrivé en se descendant comme ça, en se disant peut-être sur une possibilité, hein, et ça peut marcher. Mais la plupart du temps, les mecs vont, hormis des gens hors du commun, la plupart du temps, les mecs vont quand même rentrer sur une phase de clinch. Et après, à travers ça, phase de clinch, rentrer à l'intérieur. Et là, commencer à aller lutter. D'accord? Donc, la première chose, ça va être à chaque fois de réussir à rentrer en contact. Mon partenaire, il me tape, voilà. Mon idée à moi, ça va être déjà de ne pas me prendre des méchants coups. Là, moi, c'est plutôt cool. Si Fred rentre, je peux rentrer là dans une phase de clinch. Par contre, un des problèmes, pensez, round de 5 minutes, je peux, si je veux maintenir et que le mec se barre direct, je vais utiliser beaucoup de force pour rien. D'où le fait quand même, il faut qu'il y ait des percus. D'accord? Comme je vous disais, un grappleur, soit il joue sur son côté gréco ou libre, soit il rajoute des percussions courtes. D'accord? On est arrivé, bam bam, je suis là, début de saisie, même si ça ne dure pas longtemps, un coup de genou, un autre coup de genou, même si le gars se rebarre, le coup de genou est un truc qui est intéressant pour un grappleur. D'accord? Parce que ce n'est pas si simple que ça d'aller saisir et de lever le gars. Là encore, on n'est plus dans les années, dans les 10 premières années du MMA. Arrêter un mec qui est en train de te donner un coup de genou, surtout si tu tailles clinch, c'est dur. D'accord? Donc, l'idée pour nous, ça va être de se protéger. Si on peut saisir, donner un coup ou deux coups, et si le mec se barre, il se barre. Et c'est là où je vous dis, n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'avoir une belle boxe, la patate de forain, c'est-à-dire, alors logiquement, on va vous dire qu'il y a un alignement sur les percussions, d'accord? Mais, en général, on a une espèce de shuriken en karaté, c'est comme ça, un
un gros overhook, boum, qui est hyper courant. Et ça, il n'y a pas besoin d'être ultra technique pour y arriver, d'accord? En bagarre de rue, en gars un peu néophyte qui vous faire mal, la plupart du temps, il va tenter de faire un truc et d'un coup, il arrive en pleine tranche. Donc, l'idée qu'on va avoir, en général, et faire alors le plus serait, et là on part dans une condition qui est non réaliste, il arrive, il veut me taper, et j'arrive à saisir, boum, percute, ça va. Et après, ça repart, et là, je prépare ma grosse patate, d'accord? Enfin, je l'enchaîne pour directement taper. Quand on ne sait pas percuter, pas trop percuter, ça c'est facile à faire. Bon, là, on partait d'un postulat non réaliste, c'est-à-dire que le mec continue à avancer, alors que s'il voit qu'il a un ascendant sur moi d'un point de vue boxe, là, dès que je vais, voilà, exactement, dès que je vais tenter de revenir, il va me percuter, il va me travailler. D'accord? Donc, on va lui ajouter un petit truc, notre jab. Okay? Le jab, c'est quoi? C'est un direct du point avant. Quand on dit point avant, c'est-à-dire la jambe qui est devant, le point qui est du même côté, va devenir l'arme, l'élément de base qu'on va exploiter. Okay? Et l'idée, elle va être de trouver une distance ou de percuter un peu lourd pour remettre notre partenaire un peu à distance ou en tout cas le maintenir à sa relevé. Je vais travailler juste avec mon jab pour qu'il arrive. Et moi, mon idée, c'est juste de jabber. D'accord? Je protège toujours. Alors, on dit souvent dans les arts martiaux, moi, sport combat, changez pas de garde tout le temps. En MMA, c'est un chouïa moins vrai. Les gars changent assez facilement. Maintenant, moi, par exemple, venant du karaté, je change tout le temps. Mike Timo, ce week-end, pareil, il change énormément. Ça dépend de vos styles. Là, il y a moins cette obligation. En général, on va nous enseigner, si tu es droitier, bras droit derrière, tu vas jabber avec le bras gauche. Parce que, vu que c'est son point le plus fort, sur les techniques qui vont entraîner toute la dynamique, la vitesse et le poids, tu auras un élément fort. Mais ça a été remis en question plein de fois, même si globalement, en anglaise, en kick, en full, en muay, etc., les gars prennent cette condition-là. En MMA, petit à petit, on a vu des changements, des gars qui avaient des gardes, pas de garde, des gars qui étaient loin, des gars qui avaient une garde de karaté, des gars qui étaient plutôt taille. Ça sera à vous de voir en fonction de votre cheminement. Souvenez-vous, nous, on a un truc qui peut paraître un peu étrange. En boxe, on va vous dire si tu es droitier, jambe gauche devant. En lutte, on va dire si tu es droitier, jambe droite devant. Donc, il y a beaucoup de gars qui, en MMA, ont décidé de ne pas faire le switch. C'est-à-dire, il reste, ma boxe d'habitude devrait être comme ça, et bien vu que je suis droitier, je vais garder ma boxe de lutte. Et vu qu'eux, ça ne va pas être des bêtes de percussionnistes, encore que ça ne veut rien dire, ils préfèrent développer leur MMA en restant jambe droite devant, donc le point fort devant, c'est ce qui va le jabber. Celui derrière un peu moins fort, mais ils préfèrent parce que ça leur permet, par exemple, je jab, hop, descendre et rentrer dans leur lutte. D'accord? Et pour eux, il n'y a pas de transition complexe. C'est un choix, d'accord? Vous voyez ce que vous préférez faire. Donc, à vous de voir. Moi, je continue à jabber et lui, il va continuer à me péter la gueule. Il a le droit de mettre des low kicks et autres. Là, l'idée, c'est pour moi de réussir à maintenir. Donc, je peux jabber en haut, je peux jabber au corps, direct au corps. Je peux avoir plus sur l'arrière ou je peux avoir plus sur l'avant. D'accord? Globalement,
le jab, il peut être aussi à me permettre la distance. Est-ce que je suis à bonne distance? Si je suis là, mon jab, il ne sert à rien. D'accord? Donc, ça me permet de savoir. En général, techniquement parlant, on va aligner. D'accord? On va tenter de rester derrière l'épaule pour éviter que quand je percute, si lui, il décide de m'en foutre une, je m'en prenne une trop facilement. D'accord? Notamment sur du cross. D'accord? Quand il veut passer au-dessus, logiquement, ça va être dur pour me faire vraiment mal. D'accord? Bon, après, moi étant karatéka, en général, je suis comme ça, et je vais plutôt vers ça, et je n'ai pas du tout, mon jab, il est dégueulasse. Hein. C'est pas un beau truc bien fait. En général, ça va être ça. D'accord? Mais vu que ma distance de jambe n'est pas vraiment problématique, je m'en fous. Je ne vais pas avoir le même travail qu'en boxe, où je vais vraiment y aller très fort. Là encore, on n'a pas besoin d'être des puristes de boxe. C'est important à prendre en compte. Ok, donc je continue à jabber. Bon, maintenant, je jab. Et mon idée est d'aller sur des phases de grappling, de préhension. Je jab. Et dès que je peux, je tente de casser une distance, de saisir quelque chose. Okay? Et on prend. Bien sûr, en tant que grappleur, dès que j'ai l'occasion, je saisis. Maintenant, élément hyper important à prendre en compte, et qui est parfois l'erreur du grappleur, c'est de dire, je vais saisir, je suis bien. Ou je vais l'amener au sol, je suis bien. Non, ça c'est bon dans les rêves de Jujutsuka ou de Lutador, qui n'ont pas l'habitude de faire de MMA. Quand le mec est un peu habitué, je ne dis pas face à un néophyte, je passe par un mec qui a un peu d'habitude, mais on a pu le voir il y a quelques semaines avec Rodolfo Vieira, qui a joué les 2-3 premières minutes avec son partenaire, pas son adversaire, et qui s'est fait démonter après. Le MMA, ce n'est pas le Jiu-Jitsu. Le MMA, ce n'est pas la luta. Donc, il y a des moments, ma lutte, même si j'ai l'impression que je suis bien dans ma lutte, je vais devoir la lâcher parce que ça va être trop énergivore. 3 rounds de 5, 5 rounds de 5. C'est les deux modalités qu'on a en MMA. On ne peut pas se dire, ouais, je suis premier round, je suis pleine balle, et alors là, je surdomine. Attends, c'est rien. Un Bader, par exemple, hier, premier round, il se fait manger par Machida. Deuxième round, il commence à remonter. C'était un match en 5 rounds. 5 ou 3, merci. 5. Et après, au fur et à mesure, Bader, pas 5. Il faisait que de le ramener au sol. Il a mis un round et demi à se mettre dedans et à trouver le bon timing. Et à chaque fois, il l'emmenait. Après, au sol, rien de ouf. Hein. Il le tape, il le contrôle, il le tape, il le contrôle. Il ne perd pas d'énergie. L'énergie dans le MMA, ça a vachement d'importance. D'accord? Donc, on reprend et on bosse le même principe. Vous avez vu? Il y a un truc qui part, ça ne marche pas. Boum! Mon overhook, il faut qu'il parte naturellement. Dès que j'ai lâché un truc, overhook. Au pire, il n'y a rien. Au mieux, ça touche un peu. D'accord? Allez, on est reparti. Là, il rentre. Là, mes maintiens, ça lutte un peu. Si je vois que ça devient galère, qu'est-ce que je pense? Un peu de genou, je repars dès qu'il lâche. Overhook. Et je repars.
Celui qui vient, là encore, vous avez vu, je tourne. Pourquoi? Parce que la modalité, moi, dans la cage, c'est moins bon. Je vais être moins mobile. Ma hanche va être coincée. Ça va être dur pour moi d'exprimer une lutte, une taille ou une fuite. Donc, comme je vous disais, la cage fait partie complètement de notre modèle à prendre en compte dans le MMA. S'il me rentre dedans, je tente toujours de le mettre lui dos à la cage. Quelques rares exceptions arrivent à utiliser la cage. C'est très très rare. Hein. Par exemple, on l'a avec des Superman kicks. On a vu il y a longtemps. Comment il s'appelle? C'était au WEC. Pourtant il est connu. Pétis qui court, bam, qui l'a utilisé. Mais c'est chaud. Après, on a là encore, il y a du jeu. Hein, la cage, quand c'est un peu ancienne, il y a du jeu. En boxe, on a cette idée-là. Parfois, on est là, il y a les cordes, et puis on joue avec. D'accord? Et on a ce côté de rebond. En MMA, c'est dur. Parce que n'oubliez pas, en boxe, dès qu'il y a du clinch, en anglaise en l'occurrence, l'arbitre va séparer. Bon, c'est pas assez rapidement séparer. Là, au contraire, si je suis là, je commence à faire ça, les mecs, ils vont rentrer. Et là, ça devient chiant pour moi, parce que je me coince moi-même. Donc, on pense constamment à cette notion-là. Moi, dans ma logique, ça va être, je suis là, j'ai plus d'espace, je continue mon jab et je tourne. D'accord? Mon idée à moi, c'est de me dire, à mesure que je tourne, je l'emmène lui dos à la cage. D'accord? Ce qui me permet là, je sais qu'il ne peut pas aller sur 50 trucs. Si je rajoutais un clic, je vais taper par exemple là pour pouvoir rentrer. Parce que je vais faire attention qu'il ne fuit pas là. Donc je peux très bien me dire là, et dès qu'il bouge, me dire soit je pars parce qu'il n'a pas 40 000 possibilités, il va partir soit à gauche, soit à droite. S'il vient de le quitter ici, il y a forte chance qu'il va vouloir sortir de l'autre côté. Donc là, moi, ça me permet d'aller chercher middle, high kick, crochet. Ça ne mettra pas KO, mais ça peut gêner le partenaire. En fait, je le cadre avec la cage. D'accord? Là, sur le jab, en l'occurrence. Et dès que je sens que je vais pouvoir rentrer, je rentre. Sur nos principes de préhension, rien de nouveau. Hein. Là, il n'y a pas de... Ouais, si. Un dirty wrestling aussi, mais les grips sont les mêmes que ceux qu'on a en luta. Bon, bien sûr, là, c'est pas ce jiu-jitsu. Bien qu'il y a des compètes de MMA, de MMA, notamment, je pense en Aikido, Kempo, etc. Mon combat en team, franchement, c'est super sympa. C'est dur, hein, parce que percussion et team après, on l'a fait vendredi. Et la phase MMA, après, elle est dure quand on a fait pendant une demi-heure de team à se tirer, à faire du jiu-jitsu tradit. Mais c'est super sympa. Il y avait en France, hein, il y avait Pankido Kempo qui faisait ça. De mémoire, il y avait Bougaï à l'époque. C'était marrant. Bon, maintenant, c'est plus dans les normes MMA. Hein. On combat short. Basta, en fait. Short rash guard pour la fédé, en l'occurrence. Voilà. Donc, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est un peu bosser sur ces modèles-là, réfléchir, voir, garder un mindset plutôt grappleur et petit à petit, voir si on emmène au sol, si on n'emmène pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous allez voir que ça diminue le panel technique des techniques au sol. Mais vous allez voir aussi que ça donne un placement, une manière de penser qui est très différente et qui est assez sympa. Et qui, pour moi, pour un grappleur, qui soit Lutador, Jujutsuka, Samboïste ou autre, qui est important à prendre en compte, Judoka, bien sûr. Et je vous dis à très vite. Oups.